Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis quelques semaines, votre rendez-vous de 21h maintenant à 22h30, compte tenu des matchs de football sur RTI2, que vous suivez, j'espère, avec beaucoup de plaisir. Nos analystes Aka, Emmanuel, Aimé Brière, Choileau Demandé de Nord-Sud Quotidien et Koulibaly Seydou de Supersport sont là et ils auront à plancher sur trois sujets. D'abord, sur l'Assemblée générale de la 15e session ordinaire de l'ACNOA. L'ACNOA, c'est l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. C'est du 11 au 14 juillet à Abidjan. Le général par l'info est candidat à sa propre section et il est candidat unique. Les éléphants locaux, j'aime pas trop ce terme, se déplacent à Kaduna pour rencontrer les Super Eagles du Nigeria dans le cadre du dernier tour qualificatif pour le CHAN 2014, dont les phases finales auront lieu en Afrique du Sud du 11 au 1er février. Mais au fait, cette compétition de la CAF est-elle vraiment nécessaire? Enfin, la Coupe des Confédérations s'est achevée avec le retour de la légende brésilienne et l'humiliation espagnole, il faut le dire. Mais la révélation du tournoi, c'est Neymar. Est-ce que Neymar peut cohabiter avec Messi à Barcelone? On saura tout ça tout à l'heure avec nos amis ici sur ce plateau. Monsieur, on se retrouve. Ouais. Alors, la Côte d'Ivoire reçoit les sommités du Comité international olympique avec à leur tête le président du CIO qui est Jacques Roch. Et c'est dans le cadre de l'ACNOA, je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur, vos premières impressions avec Abidjan, capitale olympique. Koulibaly Seydou. Oui, je pense que Abidjan mérite d'être la capitale olympique, puisque le président du comité, des comités nationaux olympiques est ivoirien, c'est le général Palanfo, comme tu as eu à le dire, Alain. Et puis, il faut dire que la Côte d'Ivoire est une nation qui compte dans le sport africain quand même. Donc, à tous les niveaux, nous sommes présents. Il n'y a pas longtemps, nos taekwondoïs nous sont rentrés au relais des trophées. Et puis, au Tiao, on l'a vu en judo, la Côte d'Ivoire a encore brillé récemment. Et, bon, on a nos éléphantos qui iront à la Coupe du Monde, qui sont champions d'Afrique en titre et tout ça. Donc, je pense que Abidjan est une capitale du sport. Mais cette assemblée d'Abidjan, je pense que c'est un honneur que les comités olympiques africains font au général Palanfo pour le travail qu'il a eu à faire à la tête de cet organisme. Choileau, Abidjan, capitale olympique. Oui, je pense que c'est vraiment une belle entame. Après la CAN en rugby, à quelques semaines de l'Afro-Basket et à quelques mois de la Coupe du monde du taekwondo, là c'est un rendez-vous extrêmement important. C'est un honneur à la Côte d'Ivoire. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire est de retour sur l'échiquier continental au niveau du sport. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et là, par l'info, c'est un honneur à un grand monsieur, un grand serviteur du sport africain. Aimé? Oui, je rebondirais sur ce que Koulibaly disait et ce que Choileau répétait. La Côte d'Ivoire est une grande nation de sport. Et avant cette réunion des comités nationaux olympiques africains, il y avait une première réunion le mois dernier qui concernait la participation des athlètes et la manière de les préparer et le financement de cette participation, c'est-à-dire le grand honneur que l'on fait à la Côte d'Ivoire. Et voyez-vous, on parlait de taekwondo, on parlait de rugby, on parle de football. Nous ne sommes peut-être pas champions dans toutes les disciplines, mais la Côte d'Ivoire est compétitive à tous les niveaux. Et cela découle d'une politique du sport qu'il faut absolument poursuivre et maintenir à ce niveau. La Côte d'Ivoire présente sur l'échiquier sportif. Surtout concernant le général Palanfo, bon, pour ceux qui le connaissent, je crois qu'il est dans les rouage de Maître Guirandou il y a très longtemps. Maître Guirandou Ndiaye qui a été pendant très longtemps président du CNO, voilà, président du CNO et membre exécutif. Donc, peut-être que pour certains sportifs et observateurs, le colonel Palanfo, on ne le voit pas bien dans le sport. Mais je vous assure que c'est quelqu'un qui occupe la scène du sport depuis près de 20 ans. 20 ans. Donc, ce qui arrive, enfin, le fait d'organiser l'Assemblée générale ici, c'est une façon de lui rendre
hommage à mon sens, mais il le mérite. Hein. Et puis... Et il n'a pas d'adversaire. Il est candidat unique. Ah non, là c'est un autre problème, on va en débattre tout à l'heure. Parce que pour qu'un candidat n'ait pas d'adversaire, pour qu'il soit unique, il y a deux possibilités. La première, il fait l'unanimité. Il jouit d'une certaine légitimité et il fait l'unanimité au point que les autres ne voient pas l'intérêt d'aller le combattre. Et puis il y a le deuxième, ceux qui tripatouillent les textes. Suivez mon regard pour se maintenir, malgré le peu de crédibilité qu'on leur accorde. Donc il y a ces deux possibilités. Je ne pense pas que le général soit dans ce cas. Mais toujours est-il que, voilà, toujours est-il que c'est vraiment un honneur pour... Bon, alors, monsieur... Bon, monsieur, on va revenir là-dessus tout de suite, mais nous avons en ligne, hein, je ne sais pas si je dois dire monsieur le ministre, si je dois dire le président émérite de FIBA Afrique, si je dois dire monsieur le vice-président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, mais enfin, je vais dire monsieur le ministre, ou bien docteur, professeur même. Alors, nous avons le ministre Alain Ekra qui est en direct avec nous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bon, voilà, vous avez entendu, hein, la Côte d'Ivoire reçoit les comités nationaux olympiques d'Afrique avec tous les ténors du CIO qui seront là, avec à leur tête le président. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que membre, vice-président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire? Écoutez, je crois que c'est un honneur particulier que l'on fait à la Côte d'Ivoire, que le mouvement olympique fait à la Côte d'Ivoire, à travers notre président, le général Lassana Palinfo. Je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez dit exactement ce qu'il fallait en ce qui concerne le général Palinfo. C'est une autorité du mouvement olympique mondial aujourd'hui. Il s'est avéré comme un grand dirigeant du sport africain et mondial aujourd'hui, et c'est tout à fait juste qu'on lui rende cette honneur. Et vraiment, nous sommes comblés. Je peux dire que la Côte d'Ivoire est comblée parce que c'est une très grande assemblée générale qui va se dérouler ici à Abidjan, et à la présence de plus hautes autorités du mouvement olympique mondial. Et c'était très important pour nous qui en avons besoin, parce que la Côte d'Ivoire veut renaître de ses cendres, et elle est en train de le faire. Alors, monsieur le ministre, on parle de toutes les sommités qui seront là, mais ce sera aussi en présence du chef de l'État, hein, qui s'intéresse beaucoup au sport. Bien évidemment, nous avons souhaité que la présence du président Alassane Ouattara, puisque lui aussi, il aime beaucoup le sport. Et je pense que le président Alassane Ouattara reconnaît tous les mérites du général Lassana Palinfo dans ce domaine-là, et il sera présent à cette assemblée générale pour nous honorer de sa présence. Monsieur le ministre, avec Aimé Brière. Bonsoir professeur, bonsoir grand frère. Bonsoir Aimé. Professeur, vous étiez président de la Confédération africaine de basketball. Oui. Aujourd'hui, ces fonctions sont assurées par votre jeune frère Billy Alphonse. Mais auparavant, Loro Guigui a fait le volleyball, a fait la Confédération de handball. Quel est donc le secret des fédérations ivoiriennes qui leur permet de se faire entendre au plus haut niveau? Est-ce que c'est clair ou bien est-ce que c'est parce que on intrigue un peu, non? Non, je pense que c'est très simple. Tous ceux qui dirigent aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui dirigent aujourd'hui les confédérations africaines ou, disons, les grandes organisations sportives africaines, ce sont ceux-là même qui ont été des pratiquants et qui ont aimé le sport. Et il le faut savoir parce que leur présence effective à la gestion de la chose du sport fait qu'aujourd'hui ils ont des résultats qui sont reconnus partout. Et c'est pour cela qu'on trouve beaucoup d'Ivoiriens à la tête de ces confédérations et de ces organisations sportives. Monsieur le ministre, Aka Emmanuel. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, Emmanuel. Oui, moi, je voulais te poser une question. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne cernent pas très bien le rôle du président du CNO et de surcroît en Afrique. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce que recouvre cette notion? Quelles sont les prérogatives du président du CNO? Et puis peut-être établir un petit parallèle avec la CAF. Ah, ça c'est bien simple. Hein. Le Comité national olympique, il gère ce qu'on appelle le mouvement olympique. Le mouvement olympique
comporte le sport olympique. Le sport olympique, ce ne sont pas toutes les disciplines sportives qui font partie du sport olympique. Ce sont les disciplines qui participent aux Jeux olympiques et qui sont désignées par le comité international olympique à l'occasion d'une réunion spéciale qui se fait. Mais vous comprenez, ce que le mouvement olympique représente, c'est une morale en quelque sorte du sport. Du sport, pour la bonne conduite des affaires du sport, le comité national olympique de chaque pays est obligé de veiller à la bonne pratique du sport dans chacun de nos pays. Et c'est pour cela que le mouvement olympique international demande que le comité national olympique se charge de la gestion au quotidien des disciplines sportives qui font partie des Jeux olympiques. C'est simple, hein. Vous voyez, même nos présidents de fédération nationale n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que le comité national olympique est une trésorerie où on peut aller chercher de l'argent pour réaliser, enfin, en quelque sorte, les activités du sport national. C'est pas vrai. Le sport national est géré, est dirigé par les ministres des sports nationaux. Mais en ce qui concerne les Jeux olympiques, cela est dévolu aux comités nationaux olympiques. Ok, merci Monsieur le ministre pour toutes ces précisions. Il y a Choilio Diomandé qui va poser une question. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je voudrais savoir, entre le CNO, Côte d'Ivoire et le ministre des Sports, quelles sont les limites? Est-ce que le CNO Côte d'Ivoire est au-dessus du ministère des Sports? Non, ou vice-versa? Non, ça n'entre pas dans ce... Non, c'est une question. Oui, non, pas du tout. Le sport, je viens de vous le dire, le sport national est géré par le ministère des Sports. Et le comité national olympique ne s'occupe que de la chose de l'olympisme, c'est-à-dire du mouvement olympique dans son ensemble, à savoir la préparation des athlètes et tout ça aux Jeux olympiques, les stages de formation, etc., etc. Mais le ministère des Sports est chargé, en particulier, de mettre à la disposition des sportifs ivoiriens des infrastructures dignes qui puissent permettre l'évolution de ces sportifs-là. Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. Mais chaque pays a un ministère des Sports. Okay. Le ministre des Sports est chargé de gérer le sport national. Merci, Monsieur le ministre. Une dernière question avec Koulibaly Seydou. Professeur, oui. Bonsoir. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est que lors du mouvement olympique, lors des derniers Jeux, oui. On a vu que l'Afrique avait un peu régressé, oui. Alors que lorsque le général Palanfo est arrivé, il a impulsé un certain mouvement de dynamique, oui. À tout le mouvement olympique africain. Oui. Je pense que c'est pour cette raison qu'il est candidat unique, parce que oui. Là, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été abattu. Mais on a vu qu'à Londres, le nombre de médailles avait diminué un peu, surtout par rapport à la fuite des athlètes. Oui. Qu'est-ce que le mouvement olympique entend faire au niveau africain pour oui. Freiner cet exode des pieds agiles, si je pourrais dire? Je crois que vous avez vraiment saisi la notoriété du président Palinfo. Palinfo a vu effectivement que le sport africain n'avait pas reluit lors de ces derniers Jeux olympiques. Et il a pris en main la décision de faire en sorte que nous puissions monter sur le haut du podium lors des prochains Jeux en 2016. Je crois que Palinfo est vraiment un homme averti du sport. Et il a tout fait grâce à sa notoriété, à sa présence au sein du comité international olympique. Il a fait en sorte que l'Afrique puisse se développer sur le plan du sport en général et surtout par la formation des athlètes. Et il a mis en place ce qu'on appelle les Jeux africains, régionaux, et il a mis en place la prépondérance de l'APNOA en ce qui concerne les prochains Jeux africains. C'est ça
je pense que les Jeux africains doivent revenir à l'ACNOA et c'est sa bataille. Merci. Merci, monsieur le ministre. En tout cas, vraiment, vous avez, quand on vous a contacté, vous n'avez pas hésité une seule seconde pour être avec nous ce soir sur ce plateau. En tout cas, merci et puis bonne suite de soirée. J'espère que vous allez nous suivre jusqu'à la fin. N'allez pas vous coucher, monsieur le ministre. Non, tout le plaisir a été pour moi. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, je suis très ravi. Merci, monsieur le ministre. Alors, monsieur, le plébiscite pour le général Palinfo, Aimé, c'est candidat unique. C'est une reconnaissance pour un homme qui a vraiment tout mis au service du sport. Alors, c'est un pratiquant, c'est un judoka en fait. C'est un judoka et ma foi, il a longtemps pratiqué les arts martiaux, donc il est impliqué dans la chose sportive depuis maintenant 20 ans. Et c'est une juste récompense pour l'homme et pour la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui est quand même surprenant dans toute cette affaire, que le général est resté quand même 10 ans à l'extérieur, en exil, et malgré cela, il a eu toujours une mainmise sur le mouvement olympique africain. Non, mais 10 ans en exil par rapport à la Côte d'Ivoire, pas par rapport à l'Afrique. Parce que là, on parle des mouvements olympiques africains. C'est tous les comités nationaux olympiques africains. C'est l'association des comités olympiques nationaux. Donc, il avait son bâton de pèlerin et je pense que c'est, comme l'a dit Aimé, c'est en fait la reconnaissance de quelqu'un qui a apporté beaucoup au sport. Parce que Aimé parlait tout à l'heure de 20 ans. Mais je dirais que Palinfo, c'est largement au-delà des 20 ans. Parce que n'oubliez pas qu'il a été président de la Fédération ivoirienne de judo et des disciplines assimilées. C'est celui qui a impulsé le mouvement qu'on connaît aujourd'hui au judo ivoirien, qui est un judo reconnu. Il a été aussi un membre influent et il est toujours de la Fédération internationale de judo. Il est un membre influent du Comité international olympique. Et je me souviens bien qu'en 2004 ou en 2005, quand il prenait l'ACNOA à Accra, l'ACNOA n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que d'ici là, il y a eu beaucoup d'avancées. Un dernier mot là-dessus sur le général. Je pense qu'il faut... C'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Au-delà même du Palinfo, il y a eu, il y a de cela quelques jours, le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme qui a été nommé secrétaire général de la Fédération internationale de cyclisme. Ça aussi, il faut saluer. Donc on voit là une percée des dirigeants sportifs ivoiriens sur l'échiquier continental, mais c'est au niveau du football qu'on n'arrive pas encore à atteindre le sommet. Aimé, un dernier mot. J'ai dit Aimé, Aka. C'est la seule tache noire. Ah, mais si vous avez un membre au comité je vais parler de la FIFA. Je vais parler du cas de Jacques Anouma. C'est peut-être un peu la tache noire. Sinon, effectivement, on est en train de reconquérir l'Afrique et le monde. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'Alain, je te disais tout à l'heure, quand un dirigeant jouit d'une certaine légitimité, c'est-à-dire quelqu'un qui est pénétré de son rôle, qui a pour souci d'apporter quelque chose au sport qu'il dirige ou à la structure qu'il dirige, ça marche toujours. Okay. Ils sont très peu nombreux. Alors, je peux citer peut-être Maître Bamba Cheikh Daniel. Vraiment, il n'y a pas de... Quand on est légitime... On sait que vous avez un faible pour le taekwondo. Hein? Alors, je rappelle que l'ACNOA, c'est du 11 au 14 juillet. La Côte d'Ivoire reçoit donc tout le comité international olympique et on voulait quand même saluer cela sur ce plateau. Monsieur, le deuxième sujet, c'est le CHAN qui va débuter du 11 janvier au 1er février. C'est la 3e édition, monsieur. Et comment est-ce que vous percevez cette compétition qui n'est réservée qu'aux joueurs locaux? Oui, je pense que la CAF a créé cette compétition pour essayer de combler un vide. Parce que quand vous regardez la CAN, la majorité des équipes, à 80 à 60%, pour les moins nantis, sont composées de joueurs qui jouent à l'extérieur, particulièrement en Europe, principalement, pour la majorité. Quand on prenait la sélection ivoirienne, la dernière CAN sur les 23 joueurs, il y avait 1 ou 2 locaux. Donc c'est valable pour beaucoup de sélections africaines. Donc il se trouve que les joueurs locaux, ceux qui sont régulièrement dans nos championnats nationaux et qui jouent les compétitions au niveau des clubs, soit de la Coupe de la Confédération ou bien la Ligue des champions africaine, sont des joueurs qui n'ont pas l'occasion de se frotter au niveau national. Donc ils ont créé cette compétition qui est le CHAN pour essayer de pallier.
Maintenant, est-ce que dans la pratique de la forme, la compétition répond vraiment à toutes les attentes? Ouais. Là, c'est une autre question. Mais est-ce que c'est une vitrine pour les joueurs locaux de s'exprimer au plan international? C'est la volonté de la CAF. Mais il faut constater que tous les ingrédients ne sont pas réunis pour la réussite d'une manifestation sportive internationale. Quels sont ces différents ingrédients? L'intérêt des associations nationales, d'abord. Ensuite, l'intérêt du public. Et subséquemment à ces deux facteurs, l'afflux des sponsors. Alors, dès lors que ces trois conditions ne sont pas réunies, eh bien, c'est une compétition qui va vraiment avoir des difficultés à se retrouver dans un calendrier international, il faut le dire, extrêmement chargé. On a les moins de 18 ans, on a les moins de 17 ans, on a les moins de 20 ans, on a le tournoi olympique et puis on a les CAN, les vrais CAN. Donc, il faudra se trouver une place et puis il faudra se trouver une place dans le cœur du public également. C'est difficile. Alors, Choualio, cette compétition a commencé en 2009. C'était Abidjan d'ailleurs qui a été l'hôte de la première édition. Ensuite, ça a été le Soudan. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est la Zambie qui avait gagné. Et puis au Soudan, c'est la Tunisie. La RDC ou la Zambie, je ne sais plus exactement. Et alors, au Soudan, c'était la Tunisie. Alors, dites-nous, cette compétition, comment est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous pensez que c'est un tournoi qui est approprié, qui a sa raison d'être? Moi, je pense que, d'abord, l'historique du CHAN, le CHAN est né en septembre 2007 à Johannesburg, lors d'une réunion du comité exécutif de la CAF. Le CHAN a débuté avec 8 formations. Aujourd'hui, ils sont passés à 16. Mais je trouve que c'est une compétition un peu bidon. Parce que ça n'intéresse pas véritablement les nations africaines. Il faut trouver les moyens d'accompagnement. Je prends un exemple. La Coupe arabe des nations. Le vainqueur de cette compétition a près d'1 million de dollars. Et ces pays arabes-là même préfèrent participer à ce championnat-là que de venir participer. Vous savez que même si 1 million de dollars c'est bon, mais pour la CAN même les non, mais champions, justement, c'est là le problème. C'est pour vous dire que souvent les pays arabes, ils préfèrent même participer à cette coupe arabe-là que de venir disputer une CAN ou c'est pas. Aka, ce que dit Choualio est tellement vrai que l'Égypte même, lors de la première édition, l'Égypte a décidé de ne pas participer à cette édition, enfin à cette compétition, parce que d'abord tous les internationaux égyptiens sont des locaux. Et ils ont dit, il n'y a pas de raison que nous on vienne participer à ce championnat puisque nos joueurs jouent la CAN. Non, mais prononçons-nous généralement sur la compétition. Moi, je pense que dans le fond, le CHAN peut avoir sa raison d'être. Mais dans la forme, il y a vraiment trop d'incohérences, trop d'éléments qui n'accompagnent pas bien ce mouvement. Sinon, quand on regarde sur l'échiquier international, au niveau des seniors, nous n'avons que 2 compétitions. La Coupe d'Afrique et puis cette Coupe d'Afrique. Je parle du niveau international, je ne parle pas des clubs. Et c'est une compétition qui a existé dans certaines régions. Vous avez le DIAC. Oui, mais même l'UFOA. Bon. Est-ce que vous ne pensez pas justement que cette compétition va tuer ces rencontres régionales? C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la forme. Au niveau de la forme. Sinon, dans le fond, parce que je pense quand même que les joueurs locaux n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Et le CHAN peut leur permettre de se faire connaître sur le continent et peut-être de frapper à l'antichambre de la sélection, des sélections nationales. Mais il faut trouver la formule idéale. Alors, Koulibaly, l'Algérie, par exemple, qui devait affronter la Libye, s'est retirée. Elle a dit qu'elle n'a pas le temps de jouer le CHAN parce qu'elle prépare les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, ce qu'elle est en train de dire, je pense que c'est le vrai fond du problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le CHAN dans l'idée est une bonne initiative de la CAF. Mais il faut trouver, parce qu'aujourd'hui, les sponsors ne s'intéressent pas à cette compétition. Il n'y a pas d'engouement du public autour de cette compétition. Et puis, il y a certains pays qui refusent de venir dans cette compétition. Vous parlez d'engouement avant que vous mais ne continuiez. Je rappelle que c'est en Afrique du Sud, du 11 janvier au 1er février. Et les stades de Cape Town, de Polokwane et de Bloemfontein ont été retenus. Ce sont des stades qui ont participé à la Coupe du Monde. Oui, mais ce qui est fondamental, Alain, le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a créé le CHAN en essayant peut-être de tuer certaines compétitions sous-régionales. Mais on voit qu'en Afrique de l'Est,
et en Afrique centrale. Ça. Il y a des compétitions sous-régionales qui sont assez fortes, et dotées de bons sponsors. Ce qui n'est pas le cas du CHAN. Voilà, et même dans les pays arabes, comme l'a dit tout à l'heure Chalio. Le fond, c'est que le CHAN, comme la CAN d'ailleurs, qui n'est pas suffisamment dotée, à mon avis, ça c'est un avis personnel, je pense que la CAN n'est pas suffisamment dotée par rapport à tout ce que les sponsors apportent et que c'est vraiment une arnaque que la CAF fait. D'autant plus que la CAF ne reverse même pas aux fédérations, la dotation du CHAN, c'est pratiquement zéro. Alors, à partir de ce moment, c'est normal qu'un pays comme l'Égypte, que des pays comme l'Algérie et autres ne s'y intéressent pas. Oui. Voilà, justement, en ce qui concerne ce CHAN-là, lorsque depuis les années 90, à la fin de la décennie 90, on jette un regard sur les différents championnats africains, les niveaux ont baissé. Il n'y a plus de vedettes. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, vous allez au Cameroun, il n'y a plus de grosses équipes. Vous allez au Ghana, à Ashanti Kotoko, à Sofok, ça a baissé. Au Nigeria, à Iwanyu, ça a baissé. Et on crée un championnat comme le CHAN. Mais le public ne se reconnaît même pas en ces jours-là. Aujourd'hui, les sportifs africains, ils aiment bien leur équipe nationale, puisque là, c'est les vedettes. Mais maintenant, en contrepartie, la CAF aurait dû peut-être, pour intéresser les nations, mettre un peu plus de moyens, augmenter les primes, la cagnotte de cette compétition, et puis augmenter aussi... La CAF ne donne même pas cette cagnotte pour la CAF. Mais justement, c'est tout ça qu'il faut revoir. Alain, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est tout ce qu'il faut revoir. Il faut revoir les primes de la CAN, reverser de l'argent pour le CHAN, intéresser les nations. En fait, même les fédérations dépensent plus pour le CHAN qu'autre chose. Je disais tout à l'heure, excuse-moi, mais que quand tu as des dirigeants qui sont pénétrés de ce qu'ils font, ils arrivent à développer ce qu'ils entreprennent. Quoi, vous voulez dire qu'Ayatou n'est pas pénétré de ce qu'il fait? Non, allez-y, je pose une question. Bon, je ne sais pas si, dans ces dernières années, l'intérêt financier n'a pas pris le pas sur l'intérêt sportif, notamment au niveau de la CAF. Et ça, c'est un peu le drame que nous vivons, parce que les compétitions, surtout la CAN, génèrent des fonds. Malheureusement, on a l'impression que les pays et les équipes nationales n'en profitent pas suffisamment. Alors, il est possible d'aider le CHAN. Voilà. Pourtant, le CHAN, à son avènement, là, tout le monde avait applaudi. Hein. Tout le monde avait applaudi parce que cette compétition pouvait atténuer les déséquilibres. C'est-à-dire, nous expliquons, en Afrique, on a les cadors qui ont tous des pros expatriés, et puis les autres nations qui ne sont pas aussi fortes techniquement. Donc ça permettra par exemple à des équipes comme le Niger qui n'exportent pas beaucoup de joueurs, à des équipes comme, bon pourquoi pas, on peut en citer pas mal, hein, comme le Bénin, le Gabon. Mais ça c'était l'objectif visé. C'était l'objectif visé. Donc ça permet d'atténuer les déséquilibres. Mais en fait, si vous voulez bien voir, cette compétition n'intéresse pas les cadors. Parce que c'est une sorte de Coupe d'Afrique des nations dévaluée. Voilà, parce que privé de sa substantifique moelle, si je puis m'exprimer, parce que les meilleurs talents... Charles parlait même d'un tournoi bidon. Je ne dis pas que c'est dévalué. Ce n'est pas une compétition dévaluée. Dans sa conception, hein, c'est une compétition qui a sa raison d'être. Parce que figurez-vous que le football des pays ne repose pas seulement sur les expatriés. Il faudrait bien qu'à l'intérieur de nos nations, indépendamment des joueurs pros que nous avons, on puisse faire vivre notre vie. Mais justement, les tournois régionaux, les tournois régionaux étaient là pour compenser cela. Mais il faut trouver la formule. La CAF tue les tournois régionaux. Ou bien on supprime les compétitions sous-régionales pour aller vers une méga compétition qui regrouperait beaucoup d'autres pays, qui serait peut-être une CAN bis, mais réservé aux locaux. Je pense que l'idée n'est pas mauvaise. On dit, souvent, le temps que tu puisses dire quelque chose, quand on prend le tournoi de la Confédération, ce sont les champions de toutes les confédérations qui se retrouvent. Oui, c'est une autre compétition. Oui, mais c'est une autre compétition. Et ça ne prend pas trop de monde et ça peut être aussi l'occasion de prendre les champions des zones là. C'est une autre compétition. L'Afrique est divisée en zones là. Ouais. On prend les champions des zones et puis se rencontre. Alain, je veux savoir, en Europe,
est-ce que l'UEFA a créé une telle compétition? Pour quel joueur? Non, enfin, non, pour les joueurs, parce que... Avec l'UEFA, il y a deux Pour ceux qu'on n'a jamais pris Non, à non, l'équipe non, nationale. c'est pour vous dire que Oui. cette compétition-là, dans ce contexte-là, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de moyens. Et puis même la première édition à Abidjan, ça avait bien commencé, il y avait un bel engouement, il y avait quelques sponsors. On a vu, il y avait quelques sponsors, mais il faut reverser l'argent qu'on recueille avec les sponsors aux fédérations, aux équipes qui participent. Voilà. C'est ça le fond, C'est le problème. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est déplacée aujourd'hui pour Kaduna, les billets d'avion et tout ça. Ah oui, mais ça revient cher, ça revient cher aux États et aux fédérations. Hein. Mais en retour, elle gagne quoi? En retour, en participant au CHAN. Oui. Voilà, le fond du problème, c'est ça. Parce que si la fédération, la CAF veut organiser des compétitions et qu'elle veut que ces compétitions soient des compétitions assez viables, il faut à partir de ce moment que la cagnotte soit assez relevée. Parce que quand vous voyez un peu ce que gagne la Confédération africaine de football au niveau des sponsors et autres, et ce que gagne le champion, même le vainqueur de la Ligue des champions, c'est vrai qu'aujourd'hui la Ligue des champions est dotée un peu de fonds et tout ça, mais ce qu'il gagne, c'est des miettes par rapport à ce que la Confédération africaine de football récolte. Et aujourd'hui, c'est des individus à col blanc qui sont alors, entre deux avions en première classe. Je vous donne un exemple précis. Hein. La Côte d'Ivoire a joué ses 2 derniers matchs éliminatoires de Coupe du Monde contre la Gambie et contre la Tanzanie. Vous savez combien la RTI a payé? Non. 150 millions? Pas trop loin. 150 000 $ À la CAF, par match, à la CAF, hein, à la CAF. 150 000 $ par l'entremise de leur agence là, qui est Sport 5. 150 000 $ pour le match contre la Gambie, 150 000 pour le match contre la Tanzanie. Il a fallu qu'on négocie pour qu'ils descendent à 125. 125, ça faisait près de 62 millions de francs par match. 62 millions de francs par match. Et la Fédération ivoirienne de football n'a rien perçu de tout ça. Bon. Et pourtant, c'est la Gambie et la Côte d'Ivoire qui ont joué. Alors, je vous rappelle. La Côte d'Ivoire et la Tanzanie qui ont joué. Logiquement, si c'est ailleurs, il y a des droits télé. Et logiquement, les équipes devaient en profiter. Comme cela se passe par exemple en Espagne. En Espagne, vous pouvez être une petite équipe. Si vous vous classez bien dans le championnat, par rapport à la cagnotte, par rapport à votre classement. Il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de la CAF. Alain, même je donne l'exemple. La Coupe arabe des nations. Toutes les équipes qui participent à cette compétition-là ont 200 000 $. Chaque équipe a 200 000 $. En 2012, pour commencer, 100 millions CFA. 100 millions CFA. Pour commencer. Pour commencer. Voilà un peu l'intérêt que cette compétition-là. Mais